Suite au déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février, on a décidé de bouleverser complètement nos programmes digitaux, nos contenus pédagogiques, en les concentrant et en donnant un éclairage sur ce qui est en train de se produire dans l'actualité. Alors bien sûr, il y a des programmes qu'on connaît et dans lesquels on a le plaisir de se retrouver, Fabrice, c'est les rendez-vous de la géopolitique, mais il y a aussi le Forum des humanités, qui est davantage tourné sur les sciences sociales, la philosophie, la sociologie, la psychologie, et c'est dans ce cadre qu'on a décidé de donner une certaine profondeur de champ en analysant une thématique qui est très proche des sciences sociales, qui est penser la guerre. Alors bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci de m'inviter au sein des Forums des Humanités dans cette séance spéciale. C'est une configuration à la fois familière et tout à fait nouvelle, puisque vous êtes ici mon invité. Et c'est vrai que c'est intéressant de vous avoir en tant que géopoliticien. C'est des discussions qu'on a depuis le début de nos échanges. Moi-même, étant issu de la philosophie politique, on sait la question et l'ambivalence qu'entretient la question politique à la question de la guerre. Et c'est vrai encore plus depuis le XXe siècle, où on a l'impression que la guerre est entrée dans une sorte d'angle mort de la politique, quelque chose qu'on ne veut pas penser. Je pense par exemple à un théoricien, un auteur incontournable qui est Claude Lévi-Strauss, qui disait que finalement la guerre, c'était un échange qui avait raté. Donc c'était une façon de ne pas aussi penser la guerre et de l'exclure du champ de la réflexion. Or, si on regarde dans la tradition classique, dans l'Antiquité, il est indissociable de la pensée, la réflexion sur la stratégie et sur la guerre. Oui, alors c'est vrai que j'imagine spontanément que beaucoup de nos auditeurs vont être surpris par l'association déjà de ces deux termes, pensée et guerre, parce que je crois à travers l'ensemble des sciences que vous avez raison d'évoquer, on ressent là une contradiction tellement forte que je serais tenté de dire on n'est pas loin de l'oxymore, c'est-à-dire que comment est-il possible de penser quelque chose qui a l'air de se résumer à un acte de violence dans la non-maîtrise et dans la non-capacité justement de penser. Pourtant, comme vous avez raison de le souligner, depuis l'Antiquité, peut-être même avant, sur l'ensemble des continents et sur l'ensemble des sociétés, on a bien eu une pensée qui est relative à la guerre. Et d'ailleurs, l'intitulé de nos thématiques découle directement d'un ouvrage de Raymond Aron, Penser la guerre, Clausewitz, dans lequel on voit bien qu'il y a déjà toute une mise en évidence de différentes philosophies ou courants de pensée. Et là, il y a évidemment énormément d'ouvrages qu'on pourrait citer. Alors, on va s'efforcer d'en mettre en exergue quelques-uns pour justement montrer cette transcendance dans le temps et dans l'excitation. Il y a bien sûr le plus célèbre de Sun Tzu, l'art de la guerre. Et là aussi, on constate une sorte un peu de surprise. Comment combiner guerre avec l'art? On a évidemment Clausewitz de la guerre. On a un ouvrage de Lidellart, Stratégie, qui voit bien que justement, au moins sous le vocable de la réflexion de savoir comment l'emporter, on construit des stratégies. Mais en 1987, il y a eu aussi un ouvrage de Luttwak qui était relatif à la stratégie et à la guerre et à la paix. Et puis plus récemment, on a les ouvrages de deux colonels chinois qui sont la guerre hors limite. Donc on voit bien là qu'il y a une sorte de constance qui traverse les civilisations et les périodes, peut-être à l'exception d'une, on va y revenir, et que donc effectivement, c'est peut-être l'une des premières surprises ou un des premiers paradoxes qu'on est en train de soulever. Dans l'histoire de l'humanité, la plupart du temps, on pense la guerre. On pense la guerre, on peut même aller plus loin, puisqu'on peut se penser que la guerre est une institution sociale qui structure, qui construit les sociétés, qui a une place à l'intérieur de l'ordre social, alors qu'on a tendance à le penser hors de notre ordre social. Je pense là aussi à un auteur qui m'est personnellement cher, qui est Pierre Classe, qui disait que la guerre était un mécanisme de régulation dans les sociétés archaïques. Alors là, on parle des sociétés archaïques, mais si on va à l'Antiquité, le mécanisme est le même. Oui, alors ce qui est assez intéressant, c'est que d'abord dans l'Antiquité, non seulement le mécanisme est le même, mais comme on va avoir l'occasion de le prouver assez vite, il y a même des cités qui sont totalement structurées et habitées par la guerre. Et là, tout de suite, j'imagine que certains de nos auditeurs nous pressentent ou nous va venir, Sparte, tendance à dire, comme disait un de mes anciens professeurs, avec ce nom qui claque tel un oriflamme au vent. Enfin, c'est déjà, Sparte, c'est déjà, il y a tout un inconscient, et même si évidemment il faut se méfier un peu des caricatures. Je pense notamment à un auteur, Nicolas Richer, qui a écrit un ouvrage magnifique, Sparte, cité des arts, des armes et des lois.
on est quand même bien loin de la caricature d'une société qui d'ailleurs ne serait pas capable de penser. Mais c'est vrai qu'on a une civilisation spartiate qu'on a tendance, évidemment, c'est un grand classique, à opposer à la cité athénienne qui serait la cité des arts en règle générale, Sparte n'étant concentrée que sur la guerre et l'art de la guerre. Et là, évidemment, il y a un prolongement qu'on pourrait faire d'ailleurs avec un auteur, Pierre-François Soury, Samouraï, 1000 ans d'histoire du Japon, et on voit bien une sorte de connexion, c'est assez intéressant d'ailleurs, transcivilisationnelle ou transhistorique. On voit bien que toute la société, là, l'Antiquité de Sparte, à l'époque médiévale du Japon, dans laquelle là aussi on a une société avec le code du Bushido, c'est-à-dire toute une logique structurante qui se met en place. Et puis il y a peut-être un troisième exemple qui relève du même ordre, qui est paradoxalement moins connu, j'ai le sentiment aujourd'hui en Occident, mais qui est la société prussienne, surtout quand le royaume de Prusse se met en place fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, avec la figure emblématique de Frédéric II, dont il faut se rappeler d'ailleurs qu'il était perçu comme le roi philosophe et qu'il a écrit l'Anti-Machiavel. C'est assez étonnant de rappeler ça, mais en réalité, cette société prussienne dans laquelle tout le monde porte l'uniforme et pour laquelle Mirabeau avait eu un trait d'esprit qui était assez, intéressant, enfin beau, esthétique et qui synthétisait tout. La Prusse n'est pas un État qui possède une armée, c'est une armée qui possède un État. Donc là, on voit bien qu'on est dans une grille de lecture où on va même beaucoup plus loin, puisque la société est militaire, en fait. Alors évidemment, ça paraît quand même assez éloigné, a fortiori, pour un esprit occidental du XXIe siècle, mais sans aller dans des sociétés qui seraient autant empreintes de la guerre. Faut rappeler que même les sociétés plus classiques à nos yeux ont été assez sensibles à ce que j'appellerais le lyrisme ou l'héroïsme, ça peut paraître bizarre aujourd'hui, l'esthétisme du militaire ou de la victoire. Et là, forcément, on pense à la société, en particulier en France napoléonienne, où il y a une vraie exaltation de la violence brutale, mais qui est acceptée parce que légitime dans le cadre d'une guerre entre États, qui porte à la gloire des armes. Et il n'y a qu'à regarder les tableaux d'Édouard de Taille, qui sont à mon avis les plus symptomatiques. Vive l'empereur, charge de cavalerie, ou étendard prussien saisi par le 4e escadron de dragons. Et on voit bien avec ces couleurs chamarrées, ces visages exaltés, que là, il y a tout d'un coup une splendeur. Et on va dire le degré ultime du héros, qui est le militaire ayant réussi un acte de bravoure. Donc là, on voit bien qu'on est dans penser la guerre, et ça va plus loin, on est dans l'exaltation de la guerre. Il y a déjà peut-être une première nuance qu'on pourrait mettre en incidente. Quand on prend Guerre et paix de Tolstoï, là j'ai le sentiment qu'il y a déjà une vision beaucoup plus fataliste de l'histoire, peut-être un peu slave, c'est très important dans le cadre évidemment du conflit russo-ukrainien tel qu'on le vit aujourd'hui. Et il y a peut-être un scepticisme quant à l'âme humaine qui tout d'un coup, j'ai envie de dire, nous décale par rapport à la position d'héroïsme et qui peut-être préfigure un certain nombre de ruptures qui vont arriver par la suite au sein des sociétés. En vous écoutant, je pensais aussi à Hobbes, évidemment, à l'état de nature, l'état où l'homme est un loup pour l'homme, mais aussi de la guerre de tous contre tous, et cette sortie de cet état de nature avec un état de société, des institutions qui détiennent le monopole de la violence, et donc aussi l'héroïsme guerrier, la figure du guerrier qui est une figure qui est rattachée aussi à la question de la souveraineté de l'État. Et tout d'un coup, on a l'impression que cet État, ces institutions qui sont garantes de notre sécurité et de la vie, se retournent. Et c'est peut-être ça la première rupture, c'est qu'on est arrivé avec la Première Guerre mondiale, à un moment de déstabilisation, de déstructuration, de destruction totale qui a profondément marqué la pensée de la guerre. Oui, parce que là, il y a une vraie première rupture, mais elle est très conséquente parce qu'elle est initiale et qu'elle va, à mon sens, entraîner l'ensemble des ruptures et surtout expliquer peut-être la situation de sidération dans laquelle on est en Occident maintenant, en ce 9 mars 2022. Je pense que c'est important à mettre en évidence ou à contextualiser, puisque on est à 13 ou 14 jours de la guerre. Et c'est vrai que vous avez raison de rappeler que jusqu'à 1914, à la Première Guerre mondiale, la guerre est héroïque. Et il y a un esthétisme guerrier.
ce qui aujourd'hui, évidemment, laisse un peu dubitatif. Et il suffit de se rappeler que la plupart des régiments français sont habillés du fameux pantalon rouge. Là, on en est encore en 1914. C'est-à-dire que, pour dire clairement les choses, se vêtir d'un pantalon rouge, c'est dans la grande tradition des régiments napoléoniens, avec les régiments de hussards ou de dragons qu'on évoquait, ou de la garde des fameux lanciers rouges. Et donc, on est beaucoup dans une dimension d'esthétisme, où on se montre, ce qui va d'ailleurs complètement, on va dire, à l'envers d'une préoccupation qui serait beaucoup plus moderne, du camouflage, où il consiste à se dissimuler l'ennemi. Donc, on voit bien que là, on n'a pas encore subi cette fracture. Mais la Première Guerre mondiale, vous avez raison de souligner, elle est une fracture parce que ce qu'il faut bien comprendre, elle n'a jamais été anticipée, ni sur sa longueur, complètement inattendue et décalée de victimes, ni sur l'amplitude des destructions, ni sur les modalités particulièrement redoutables que sont l'utilisation, évidemment, des gaz et la lutte particulièrement dure dans les tranchées. Donc là, il y a une première rupture qui consiste à dire il n'y a plus de héros, en fait. Il ne peut plus y avoir de héros. D'ailleurs, dans cette guerre qui est beaucoup plus mécanisée qu'humaine, industrialisée qu'humaine, et qui est en train de saisir d'effroi toute une génération. Et c'est assez intéressant, vous avez utilisé un terme qui est la déconstruction, notamment en passant par Hobbes, dont quelque part la violence est maîtrisée, retirée de l'individu par l'État. Et là, en réalité, on en est presque à voir un État qui perd le contrôle. Et dans les peintures d'Auto-Dix, on a cette destruction. C'est-à-dire que là, en fait, on a cette mutilation du corps. Enfin, c'est quelque chose. Alors, c'est toute l'Allemagne de la République de Weimar, dans lequel on a aussi d'ailleurs ce roman d'Erich Maria, À l'Ouest, rien de nouveau. Et je trouve que ce roman est très important parce que on est dans le cadre de très jeunes élèves ou d'étudiants qui sont face à des vieilles générations de professeurs qui sont en train de leur transmettre, on va dire, un discours relativement classique de patriotisme, d'héroïsme, et donc qui partent plein d'entrain à la guerre, ça c'est assez poignant, et qui finalement se retrouvent d'abord dans la désillusion au contact de la réalité, et puis ensuite dans la contestation. C'est ça la rupture. Et là, au risque de faire un anachronisme volontaire, on ne peut pas s'empêcher de penser à un film d'Oliver Stone, né un 4 juillet, où là, la figure principale ou le héros est justement issu d'une famille pétrie de traditions, qui porte les vertus de l'amour de la nation, et ce héros qui est confronté à la guerre, qui finit par emporter les stigmates, finit dans les camps des manifestants en 1968. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, à mon sens, qui vient s'ancrer dans la Première Guerre mondiale. Et si vous me permettez de rajouter juste un point, c'est toute l'ambivalence de la période qu'on appelle la période cabaret autour de Berlin, et où on sent bien qu'il y a une appétence pour la vie, pour l'envie de briser, je ne sais pas comment dire, les chaînes morales, mais en même temps une sorte de pression, que cette rupture est ambivalente parce qu'elle est en train d'amener aussi une autre réaction qui est en train de monter. Et dans ces scènes, je pense notamment au film Cabaret de 1972, magnifique, qui est incroyable. Et il y a une scène qui est particulièrement, je trouve, interpellante, c'est qu'on voit des danseuses donc torse nu. Alors, il faut déjà se remettre dans les perspectives moralisatrices de l'époque pour comprendre ce qu'en termes de provocation ça veut dire, mais qui sont en train par mimétisme, de se moquer du pas de loi de l'armée allemande. Et donc, dans le Berlin de la fin des années 20, au début des années 30, avec tout un public qui applaudit, mais alors qu'au fond de la salle, il commence à y avoir des uniformes qui arborent la croix gammée, on sent bien que là, ça va amener une rupture, mais qui porte une ambivalence et qui porte d'amener, j'ai malheureusement envie de dire, une deuxième rupture à la déflagration beaucoup plus conséquente. C'est intéressant parce que dans le vocabulaire qu'on a employé depuis tout à l'heure, j'avais parlé de déconstruction, vous avez parlé de corps mutilés, on peut parler de ce qui se passe dans l'Allemagne de l'après-Première Guerre mondiale avec ce mouvement qui peut être assimilé par certains à de la décadence, on est de la décomposition morale. Donc on a ce mouvement-là qui va être contraré ou pour lequel il va y avoir une réaction avec justement la montée du fascisme et du nazisme, qui est une sorte de reprise en main par l'État d'un laisser-aller qu'on a évoqué pour la Première Guerre mondiale, avec la société totalitaire, c'est-à-dire qui est construite totalement en unité et qui tend vers la guerre. La liberté et la politique sont associées à la guerre, et l'horizon du politique, c'est la désignation de l'ennemi,
qu'on doit combattre, voire même annihiler. Et c'est toute la pensée d'un juriste d'entre-guerres qui a beaucoup inspiré Hitler, qui est Carl Schmitt aussi. C'est très juste. Enfin, ce qui est assez intéressant, mais j'essaie de mesurer le plus possible mes mots eu égard à ce qu'on va évoquer maintenant, c'est que là, on arrive sur une deuxième rupture qui est paradoxale parce qu'en fait, elle est à la fois une réaction, au sens originel du terme, mais un dépassement. Parce qu'en fait, ça va se rapprocher de penser la guerre, mais de façon paroxystique et donc totalement caricaturale et donc plus du tout maîtrisée. Il y a une double rupture, me semble-t-il. Il y a deux logiques dans cette seconde rupture, dont d'ailleurs la première va malheureusement nourrir la seconde. D'abord, la guerre n'est plus pensée comme limitée, elle est pensée comme totale. Et c'est bien le sens d'ailleurs de l'écrit célèbre en géopolitique, en stratégie du général Ludendorff, qui va être proche du parti nazi au début des années 20, qui va écrire en 1937 un ouvrage « La guerre totale ». Et là, quand on voit l'écrit, on voit bien il y a plus de première ligne, il y a plus de front, il n'y a plus d'arrière, il y a la nécessité de totalement, donc c'est bien la préfiguration du totalitarisme, contingenter la société vers la guerre, et d'ailleurs avec un pouvoir politique qui serait assujetti aux militaires, ce qui, on y reviendra par la suite, est une contradiction majeure. C'est quand même, ça fait partie des paradoxes incroyables avec la pensée initiale de Clausewitz, dont ces généraux allemands se réclament. Donc ça veut dire, parce qu'on y reviendra, Clausewitz n'a jamais pensé qu'il fallait que les militaires contingentent l'esprit politique. Mais là où c'est dramatique, c'est qu'évidemment, l'amplitude de la déflagration de la Première Guerre mondiale, qui va faire naître la classe des anciens combattants, des mutilations, l'accoutumance de toute une génération à la violence et à la guerre, la radicalisation qui va naître des frustrations des vaincus ou de certains États, on pense notamment à l'Italie fasciste qui ne s'estime pas suffisamment récompensée par les souffrances pour acquérir la victoire, vont amener le fascisme et le nazisme. Et dans la dialectique, si tant est qu'on puisse dire les choses comme ça, du fascisme et du nazisme, je pense notamment à l'approche de Pierre Milza, qui est considéré comme un des plus grands spécialistes au XXe siècle, dans son ouvrage « Les fascismes », on voit bien. D'ailleurs, le fascisme réclame d'être uniquement une philosophie de la pensée et non réfléchie. Donc déjà, là, c'est assez étonnant. Et en fait, la guerre n'est plus un moyen d'obtenir la victoire, elle est une fin en soi. C'est là où là, il y a une caricature. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire la guerre parce qu'elle est censée révéler l'essence de l'être humain qui se doit totalement de se débarrasser des limites morales, des limites juridiques. Donc c'est là où on n'est pas totalement quand même dans la continuité initiale, on est dans une volonté de la récupérer, mais on la porte à un excès tel qu'on aboutit à la Deuxième Guerre mondiale, qui est alors d'une amplitude encore exponentielle par rapport à la première, et qui évidemment nous amène à ce désastre pour l'humanité ultime, qu'est la Shoah. Donc là, ça va évidemment être une deuxième rupture fondamentale dans l'acte de penser la guerre dans une société, et ça va nous introduire sur une troisième rupture qui va surenchérir sur les deux premières et qui peut expliquer la perception de l'Occident aujourd'hui. Le passage par la Shoah est intéressant aussi à plus d'un titre parce que je pense en tout cas à des théoriciens de l'école de Francfort qui ont été très critiques, qui ont dû fuir l'Allemagne nazie pour se réfugier aux États-Unis. Je pense à des gens comme Adorno et d'autres, Horkheimer, etc., qui ont vu avec la Shoah l'impossibilité, par exemple, de faire de la poésie, l'impossibilité du poème. C'était la fin de l'art. Il était impossible de continuer à créer après cet événement aussi dramatique qui paralysait tout, mais qui paralysait aussi la pensée. C'est-à-dire qu'on était face à un événement d'une telle ampleur que la pensée était incapable de conceptualiser, d'intégrer ce qui s'était produit. Concomitamment à ça, il y a une arme, une technologie qui nous met devant cette même impossibilité de penser, tellement elle est excessive pour la pensée, c'est l'arme nucléaire. Et Günther Anders, un autre philosophe qui était proche de ces théoriciens, disait, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont été capables de créer les conditions de leur annihilation. Et ça, c'est impossible à concevoir. Oui, c'est impossible à concevoir, et c'est une troisième rupture, puisque par définition,
dans un contexte comme celui-là, on ne peut plus penser à la guerre. Elle est impossible, non pas parce que d'ailleurs l'âme humaine serait plus empreinte de vertu, il faut s'empresser de le préciser, mais parce que tout simplement, la possibilité même, c'est très important à rappeler aujourd'hui, quand on évoque une guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui est une puissance nucléaire, la victoire militaire est impossible face à une puissance nucléaire. Donc, on a tendance à considérer que l'arme nucléaire, c'est la troisième rupture, qui d'ailleurs serait a priori définitive, parce que la guerre deviendrait impossible entre grandes puissances ou entre grands États majeurs. Et ça d'ailleurs nous amènera à une considération qui, à mon sens, est essentielle dans le cadre de notre thématique. C'est donc penser que, évidemment, Clausewitz, qu'on a cité à plusieurs reprises, serait impossible, car son ouvrage très célèbre de la guerre est souvent mis en exergue à travers une citation qui, je trouve, est souvent maltraitée ou annonnée sans qu'on en prenne totalement la mesure, si vous me permettez. Cette fameuse citation « La guerre n'est que la continuité de la politique par d'autres moyens », qui, si elle est prise au premier degré, laisse à penser que, bon, alors, donc Clausewitz, évidemment, c'est un général prussien, donc c'est un militaire, donc il a une pensée réductrice, et donc, en fait, il considère que la guerre, on peut la banaliser. Mais en fait, c'est pas ça l'idée. Comme le rappelle Raymond Aron justement, dans le moyen ouvrage qu'on a été amené à citer, Penser la guerre, c'est intéressant, le titre, virgule, Clausewitz, Raymond Aron dit que, je vais m'efforcer de la citer de la manière la plus exhaustive, le principe majeur, c'est le principe de la supériorité de l'intelligence politique sur l'instrument militaire, dans Clausewitz. Et Raymond Aron de rajouter, ça n'a jamais été aussi vrai qu'au moment de la période nucléaire. Donc là, on comprend bien qu'en fait, le contresens classique qui est fait sur Clausewitz, consiste à dire il faut faire la guerre, alors que Clausewitz dit non. Si on regarde bien, il faut la faire en dernier recours s'il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'elle soit courte, et elle ne peut être courte que si j'ai un objectif politique que je suis censé atteindre. Donc on est bien dans quelque chose de totalement différent. Il y a un deuxième ouvrage qui est assez opportun à citer maintenant, c'est que, évidemment, la période de la guerre froide, avec cette confrontation des deux superpuissances qui étaient respectivement les États-Unis et l'Union soviétique, nous mettent dans une situation, en tout cas la guerre directe est impossible, et que donc on passe par des conflits indirects où on n'est pas directement en affrontement. Ça aussi, c'est très important à rappeler pour comprendre l'issue, j'avais envie de dire positive, qu'on pourrait trouver à cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, parce que dans la guerre du Vietnam, les Russes n'affrontent pas directement les Américains. De même que dans la première guerre en Afghanistan, il faut l'appeler ainsi pour être sûr de la distinguer avec les autres, quand c'est les Soviétiques qui rentrent en Afghanistan de 79 à 88, les Américains ne vont pas directement à la guerre contre les Soviétiques, de même qu'ils n'interviennent pas au moment de Budapest en 56 ou au moment de Prague en 68. Donc cet ouvrage d'Hélène Kardankos, qui était censé mettre en avant dans les années 80 la politique de l'Union soviétique dans les relations internationales, c'est ni paix ni guerre. C'est assez intéressant parce qu'on voit bien que là, c'est pensé. On ne peut pas vraiment être en situation de guerre, on ne peut pas vraiment être en situation de paix puisqu'on est en rivalité, mais on trouve différents moyens géopolitiques ou diplomatiques pour éviter que la guerre ne dégénère en une guerre nucléaire dont personne ne peut la gagner. Alors ça, c'était vrai jusqu'à la chute du mur du 9 novembre 1989, au discours de démission de Mikhail Gorbatchev du 25 décembre 1991, et à la fin de la guerre froide, dont on rappellera jamais assez, c'est très important dans le cadre de notre thématique, qu'elle est survenue de façon totalement impromptue, imprévue, et ça va avoir des conséquences fondamentales sur ce qu'on peut appeler une quatrième rupture ou sur une reconfiguration de penser la guerre. Oui, et on peut le voir aussi du point de vue théorique et au niveau de l'impact sur la pensée, c'est le primat de théorie de la communication, de l'échange, de la concertation, du dialogue, la conflictualité, l'hostilité, la distinction entre l'ami et l'ennemi est complètement évacuée, comme si on était arrivé à la fin de l'histoire, c'est la référence à un ouvrage dont nous allons parler, évidemment, et donc la guerre semble totalement évacuée. Oui, c'est-à-dire que, en fait, pour essayer d'être le plus synthétique possible, il y a une telle forme
euh, de stupeur. Enfin, faut se remettre en perspective. Quand le mur s'écroule, quand les Russes acceptent de quitter l'Europe occidentale, et suite à l'implosion, à l'écroulement de soviétique, dont on rappellera volontairement aujourd'hui qu'il n'est pas la résultante d'un conflit, mais qu'il découle de l'affaissement du pouvoir intérieur en lui-même. Ce qui est important à rappeler dans les perspectives. C'est que là, évidemment, bon, on a tellement eu l'opportunité de l'évoquer tous les deux qu'on va faire très très vite. C'est l'ouvrage de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire, qu'on est devenu la figure symptomatique ou emblématique, mais dont peut-être on va pouvoir prolonger le raisonnement pour bien comprendre l'incidence qu'il a aujourd'hui. En fait, la théorie de Fukuyama s'inscrit dans une logique hegelienne qu'on connaît bien du rapport au temps, donc c'est la fin de l'histoire. Et là, il dit, ça y est, on est arrivé à cette fin de l'histoire parce qu'on a vaincu tous les totalitarismes, on a vaincu toutes les idéologies politiques, j'ai envie de dire le stalinisme, le communisme, le nazisme, le fascisme. Donc, il n'y aura plus jamais la guerre. Et donc, j'aurais envie de dire quelque part, il n'y aura plus jamais de géopolitique. C'est très très important à comprendre parce que ça veut dire que la géopolitique est dévalorisée et n'existe plus, que les guerres ne sont plus possibles, et c'est la condition pour qu'on vive dans un monde harmonisé, qui soit un monde de mondialisation, ce qui n'est pas la même chose qu'un monde de globalisation, mais ça sera peut-être l'objet d'autres séances, dans lesquelles finalement on serait tous identiques et on partagerait tous les mêmes valeurs. Même un auteur comme Samuel Huntington, qui très tôt va dire « Attendez, ça c'est pas possible ». Enfin, je dis, là, Samuel Huntington va dire « Attendez, c'est quand même empreint d'une profonde naïveté et ça met de côté, on va dire, un nombre de considérants sur l'âme humaine, tels qu'on les retrouve chez Hobbes, que vous avez raison d'évoquer ». Mais ce qui est intéressant, et je trouve qui est peu souvent mis en évidence, c'est que même dans Samuel Huntington, il y a une interprétation dont on peut considérer aujourd'hui qu'elle n'est pas forcément opportune. Parce que même dans Samuel Huntington, on n'est pas au retour de la géopolitique classique ou de la guerre classique, puisque dans Le choc des civilisations, qui est son ouvrage de référence, Samuel Huntington dit il va y avoir un retour de la guerre, il faut penser à la guerre, mais c'est une guerre qui sera différente, parce que ça sera une rivalité forcément entre les civilisations, donc il systématise cette opposition, et il met totalement de côté l'hypothèse qu'on en revienne à une lutte d'influence entre grandes puissances, dans une logique classique qu'Olivier, je crois, vous m'avez souvent entendu dire, de rapport de force, et a priori, c'est pourtant bien la situation dans laquelle on se retrouve. Oui, et qui plus est avec une guerre qui est somme toute assez classique dans ses modalités, et donc déstabilisante pour nous, nous n'y étions plus habitués, avec une armée d'occupation envoyée qui progresse. Donc comment on repense une situation qui a l'air finalement assez classique dans un contexte qui est tout à fait inédit? C'est-à-dire qu'en fait, là, si on voulait s'efforcer de synthétiser au risque de paraître un peu caricaturaux, et qu'on répond à Francis Fukuyama, on est donc dans une période de la fin de la guerre froide, 89-91, suivant comment on se situe, à une période jusqu'au 15 août 2021, départ de Kaboul des États-Unis d'Amérique, 24 février 2022, puisqu'on sait bien que la transition ne se fait pas sur 24 heures, déclenchement de la guerre par les Russes en Ukraine. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut dire, à mon sens, surtout pour les Occidentaux, c'est que l'illusion est terminée. L'illusion de pouvoir vivre sans penser la guerre, en ayant totalement évacué la guerre, est terminée, et qu'en réalité, le contresens majeur, c'est que la fin de la guerre froide, c'est non seulement pas la fin de l'histoire, mais c'est le retour de la géopolitique, et c'est le retour de la géopolitique selon un vocable classique depuis l'Antiquité, qui consiste justement à savoir essayer de trouver des solutions diplomatiques à des rapports de force entre grandes puissances. Donc Olivier, ça sous-entend qu'il va falloir effectivement que l'Occident repense à la guerre. C'est une révolution que je considère de niveau copernicienne, parce que pendant 30 ans, on l'a totalement évacuée. Et là, tout d'un coup, de par la force majeure des événements, qui là, effectivement nous sidère, on se retrouve dans une situation où on se rend compte que le monde réel est en train de surgir à nouveau et qu'on va être dans une situation indispensable qui va nécessiter de repenser la guerre. C'est indispensable, surtout si on veut éviter de connaître la désillusion des anciens combattants de la Première Guerre mondiale qui pensaient que c'était la der des der,
Si on veut éviter de connaître les désillusions, comme Neville Chamberlain, qui de retour du fameux traité de Munich signé dans la nuit du 29 au 30 septembre 1938, brandit des documents en disant « It's peace for our time », c'est la paix pour notre époque. Déjà, c'était dit. Et donc, en réalité, il faut avoir conscience de la probabilité de la guerre pour mieux en mesurer le risque. Il faut penser la guerre pour avoir la paix. Sinon, la dernière guerre risque bien d'être la prochaine. Fabrice, merci. Merci d'avoir participé au Forum des Humanités pour cette thématique sur penser la guerre. Nous avons fait preuve d'érudition en citant un certain nombre d'auteurs, mais si ce détour a été effectué, c'est pour montrer qu'on ne pense jamais seul, mais on pense avec, et c'est peut-être le meilleur moyen d'anticiper les situations à venir. Merci beaucoup Olivier pour votre invitation.